Bonjour Daniel Picouli. Prix Renaudot, concourable cette année avec 90 secondes. On va en parler, votre roman Café Picouli, et puis les fautes d'orthographe, le théâtre. Vous êtes un homme qui aimait les mots, Daniel Picouli. Mais elles me le rendent bien, puisque ce livre est formidablement bien accueilli. Et c'est un livre, effectivement, qui est une éloge des mots. Des mots, de la langue, d'une espèce de baroque comme ça. Parce que, faut le dire tout de suite, c'est pas moi qui raconte. Je vais l'avouer là devant vous. Ah non, oui, on va le dire, oui. Voilà, c'est la montagne Pelée qui raconte. Et la montagne Pelée, elle en a du vocabulaire. C'est une montagne qui parle, en Martinique, donc, au début 1902. Voilà, le 8 mai 1902, cette montagne qui va vous raconter pourquoi elle va raser la ville de Saint-Pierre. Pourquoi elle va faire 30 000 morts et qu'elle va les faire en 90 secondes. C'est le titre du livre, c'est pas simplement pour faire un titre. Effectivement, entre le moment où cette montagne explose et le moment où il n'y a plus rien, plus de ville, plus un bateau dans la rade, il se passe simplement 90 secondes. Et c'est ça qui est assez troublant, parce que, bien sûr, 90 secondes, ça paraît très très court et on considère que c'est normal qu'il y ait 30 000 morts. Mais non, pendant 3 semaines, la montagne prévient. Et c'est ça qui la fâche le plus. C'est incroyable d'ailleurs, parce que tout ça est vrai au fond. Absolument. Votre roman est vrai, Daniel Picouli. Ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé comme ça. Pendant 3 semaines, elle a prévenu, elle a envoyé, c'était quasiment un spectacle pyrotechnique. Chaque jour, elle a envoyé de la cendre, des flammes, de la fumée, des nuages. Les oiseaux tombaient morts, asphyxiés, les animaux flottaient dans les rivières. La ville était couverte de cendres et les gens ne partaient pas. Et la montagne Pelée considère que c'est un manque de respect absolu. Là, vous lui donnez donc la parole. Enfin, on peut l'entendre, cette montagne. Mais je ne peux pas lui prendre la parole. C'est-à-dire quand vous allez à Saint-Pierre et que vous la regardez là, ça me paraît très outrecuidant, comme on dit, de parler à sa place. C'est elle, et elle est la seule à connaître. C'est-à-dire, elle est aussi la seule à être là avant même tous les Martiniquais qui sont. La montagne Pelée, elle est là du temps des Indiens Caraïbes, des Indiens Arawaks. Elle est là depuis toujours. C'est la seule qui connaît l'histoire depuis le début. Donc elle nous raconte cette histoire depuis le début et elle a eu successivement, et pas seulement dans cette période récente, les hommes qui n'ont pas tenu compte de ces colères, de ces rages et de cette volonté de détruire. Donc on a un personnage qui est une espèce de tueur en série et qui nous explique pourquoi. Alors bien sûr, elle est comme tous les tueurs, elle croit qu'elle maîtrise tout. La montagne Pelée. Elle dit qu'elle va peut-être incliner sa coulée pour sauver un tel et un tel. Mais non, la première victime de cette éruption, c'est elle. Parce que le moment où elle va exploser, il sort de ses entrailles, non pas une coulée comme on peut en voir parfois à la télévision avec des jolies lumières et les gens qui regardent. Non, un monstre. Une montagne de 50 mètres de haut, faite de roches et de gaz de 1000 degrés et qui va à 500 à l'heure. Et elle-même est surprise de ça. Donc elle est la première victime, elle va devenir elle-même spectatrice après. Elle ne peut que constater les ravages de ce qu'elle a produit. Et derrière tout ça, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Bien sûr. Et j'allais presque dire votre propre histoire, Daniel Picouli. Absolument. Ah oui, absolument, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi s'attacher à une telle histoire ? J'ai écrit ce roman pour honorer le chagrin de mon grand-père. Mon grand-père est né en 1893 à la Martinique, à Fort-de-France, sur les Hautes Traînelles. Il a 9 ans au moment de l'éruption de la montagne Pelée, et c'est un gamin de 9 ans qui rêve d'une chose, voir le plus beau bateau du monde, le Belem. Et justement, le Belem va accoster à Saint-Pierre ce 8 mai. Il veut la voir, il tanne sa mère. Il veut y aller, il veut absolument voir ça. Gosses, comme un gosse de 9 ans qui a un rêve. Il veut, sa mère cède, il y va. Et ils sont là, ce 8 mai au matin, ils attendent la navette qui va aller de Fort-de-France à Saint-Pierre et qui va faire 100 morts de plus. Et ils entendent, et on entend dans la foule que non, le Belem n'accostera pas à Saint-Pierre. Querelle de Bretons. Il y a un marin breton qui a la place, il ne veut pas la rendre à un autre marin breton qui est le capitaine du Belem. Et le Belem devra aller se mettre à l'abri au Robert. Donc, mon grand-père entend ça, et c'est un gamin de 9 ans. Son rêve s'écroule, et il a un chagrin. Et il dit à sa mère, si le Belem n'est pas à Saint-Pierre, on n'y va pas. On n'y va pas.
on est sauvés et je suis devant vous. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes là et que vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable au fond. Oui. Et inventer aussi des personnages. Bien Imaginez sûr. ce qu'a pu être ces 3-4 jours qui ont précédé cette éruption. C'est romanesque, c'est picaresque. Il y a de la vie derrière cette mort qui s'approche. Bien sûr, parce que justement, je ne raconte pas 30 000 morts, je raconte 30 000 vies, 30 000 destins. Et je les incarne dans des personnages qui sont soit historiques, ils sont tous là, tous les personnages historiques qu'on connaît de cette histoire qui est très documentée, et des personnages romanesques. Parce que j'avais, par exemple, ce livre, c'est un Titanic. C'est-à-dire, c'est un de ces livres dont on connaît la fin. Et dans le Titanic, si vous l'avez vu, vous regardez le Titanic, vous connaissez la fin, mais vous voulez sauver les deux amoureux. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ce désir de miracle qu'on a tous face à la catastrophe. Donc j'ai incarné ce désir de miracle dans un couple d'amoureux, Othello et Louise, qui sont deux gamins de 18-20 ans qui vivent aux deux extrémités sociales de Saint-Pierre, qui étaient très racialisés, et aux deux extrémités sociales même en matière de race. Et ces deux-là, ils vont vivre un amour. Ils sont poursuivis parce que dès le début, on a voulu liquider un des deux. Ils sont poursuivis tout le temps. Et donc, ils sont occupés que par leur amour et presque... Ils ne se préoccupent plus du désastre, même s'ils vont aider tous les gens qui sont autour. Donc c'est ce petit miracle. Et ce petit miracle, vous l'avez connu, tous l'ont connu. Vous regardez parfois aux informations et vous voyez sur un tremblement de terre, vous voyez des images, et vous voyez sur une étagère 2 petites tasses en porcelaine. Parce que dans toutes les catastrophes, il y a cette espèce de miracle incroyable que des choses fragiles, fondamentalement fragiles, sont préservées. Et moi, mes 2 petites tasses en porcelaine, c'est ce couple. Est-ce que je vais réussir à les sauver jusqu'à la fin ? On le saura en lisant le livre, absolument. Daniel Piccoli. Mais il y a quelque chose qui est certain, et ça c'est dans l'histoire, c'est ce bagnard. Qui est incroyable parce qu'il va être sauvé par les murs de sa prison. Mais oui. Mais ça, c'est quand même incroyable. Oui, parce qu'il n'y a pas de morale dans cette histoire. Il n'y a pas de bien et de mal. La montagne ne va pas séparer les gentils et les bons d'un côté. Non, elle va punir tout le monde. Et de façon très paradoxale, c'est se réprouver. Celui qui se retrouve en prison, pourquoi il a voulu éventrer une fille, c'est un ivrogne dans un bar. Syparis, on le met en prison et on le sort pour l'aérer, et il se sauve, et on le remet, mais cette fois en cellule. Et c'est ce qu'il sauve. Il est dans une cellule que tout le monde peut voir à Saint-Pierre, qui a des murs d'une telle épaisseur et une fenêtre tellement étroite qu'il va résister à la nuit ardente. Donc c'est l'image même j'allais dire, de ce qu'on pourrait considérer comme une injustice. Il n'y a pas d'injustice, parce qu'il n'y a pas de justice dans cette affaire-là. Et c'est pour ça qu'aussi, il va y avoir toute cette dimension religieuse dans l'explication. Encore aujourd'hui... C'est quoi, une punition divine ? Oui, voilà, oui, parce que Saint-Pierre, c'est une catin. C'est une catin pour Fort-de-France, qui est quand même la ville au col serré, alors que Saint-Pierre est riche et c'est une débauchée, c'est une ville de port, il y a des prostituées partout. Et en plus, ces prostituées, qui sont des femmes matadors, elles se cachent pas, elles se montent, et il y a des bordels, tout le monde sait où ils sont. Donc cette débauche est une provocation pour tous. Donc être puni quand on est Saint-Pierre, c'est quasiment normal. On est une Sodome, on doit être rasé de la surface de la terre. C'est comme ça. Et encore aujourd'hui, vous avez une tornade en Floride, et vous avez des évangélistes qui vous expliquent que c'est normal. Le monde court à sa perte parce que nos péchés doivent être punis. On est en 2018, donc en 1902. Croyez bien que, en plus, une catastrophe qui se déroule le jour de l'Ascension, où les églises sont pleines, les cathédrales sont pleines, où des gosses viennent faire Il est leur 7h52 7h52. Ils sont tous là pour la messe de 8h. Ils sont tous dans les églises à ce moment-là. C'est une ville qui gronde de prières et qui est parcourue de processions. Il faut comprendre ça pour essayer d'imaginer. Et bien évidemment, après, moi, ce que j'ai eu à faire, je devais cette histoire à mon grand-père. Vous savez, quand je suis allé à Saint-Pierre, j'ai eu cette espèce de froissement temporel où j'étais, moi, avec mon âge, celui qui emmenait le gamin de 9 ans qui était mon grand-père, et je lui montrais la ville qu'il n'a jamais vue, parce qu'il n'est jamais retourné à Saint-Pierre. Eh bien, c'est à ça
que je rends hommage dans ce livre. Je raconte à mon grand-père cette ville de Saint-Pierre qu'il n'a pas vue, cette catastrophe que heureusement, il n'a pas vécue. Et donc, je me dois de donner à chaque personnage que j'ai tissé tout au long du roman, j'ai voulu que vous les aimiez, que vous aviez envie de les sauver, et il faut que je leur donne une belle mort, une mort métaphorique. Et donc, vous verrez dans ce roman quelques personnages qui vivent des morts baroques, parce qu'ils se font des paris. Qu'est-ce qu'on fait si on sait et si on apprend qu'on n'a plus que 15 minutes à vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre rêve le plus fou que l'on... Eh bien, là-dedans, il y a quelques rêves fous, baroques, dingues, que vont vivre certains personnages. Et ça, c'est mon cadeau à leur effroi, à la peur qu'ils ont eu à ce moment-là. Merci beaucoup, Daniel Picouli. 90 secondes, ce livre chez Albin Michel avec cette couverture signée Andy Warhol. Andy Warhol. On était ravis de vous recevoir. À bientôt, Daniel. Plaisir. Merci beaucoup à vous.